Charles Pasqua rallie Édouard Balladur avant même que le Premier ministre n'annonce sa candidature. Dans ce journal, les réactions attristées mais combatives de notre invité, le RPR Jean-Louis Debré, l'un des plus ardents supporters de Jacques Chirac. Monseigneur Gaillot a été démissionné par le Vatican de sa charge d'évêque d'Évreux, un limogeage entre guillemets très critiqué par de très nombreuses associations et personnalités, à commencer par l'abbé Pierre. En Italie, Berlusconi, c'est fini. C'est un technicien de l'économie, Lamberto Dini, qui a été nommé aujourd'hui président du Conseil. En Tchétchénie, offensive d'envergure des forces russes contre la capitale, Grozny, pilonnée par l'artillerie, alors qu'une colonne de plusieurs centaines de chars arrive en renfort. Nous terminerons ce journal avec le dernier film de Woody Allen, Coup de feu sur Broadway, un petit chef-d'œuvre qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Madame, Monsieur, bonsoir. Charles Pasqua rallie le camp Balladur avant même que le Premier ministre n'ait annoncé officiellement sa candidature. Le ministre de l'Intérieur a pris sa plus belle plume pour écrire à Jacques Chirac et pour lui exposer les raisons de son choix. Jean-Michel Mercurol. Une lettre manuscrite expédiée hier dans laquelle Charles Pasqua rappelle à Jacques Chirac qu'il n'a eu de cesse de le voir assumer les plus hautes fonctions de l'État. Une ambition déçue en 88. Pour éviter une double candidature RPR, aujourd'hui, Charles Pasqua souligne qu'il a œuvré envers et malgré tout pour que cette compétition soit arbitrée loyalement avant l'élection et constate qu'il a échoué. Et Charles Pasqua d'ajouter « J'ai décidé d'apporter mon soutien à Édouard Balladur. Il m'apparaît en effet, dans les circonstances actuelles, le plus à même de défendre nos idées tout en rassemblant une large majorité de Français. » Dans sa lettre, Charles Pasqua rappelle qu'il avait soutenu inconditionnellement Jacques Chirac lors de la création du RPR, mais aussi lors des présidentielles de 81 et 88. Récit d'une amitié de 30 ans avec Carole Comon. Pasqua-Chirac, l'histoire est ancienne. Première rencontre dans les années 70, rapprochement lors de la création du RPR en 76, amitié enfin après la première campagne présidentielle de Jacques Chirac en 81. Les Français, eux, découvrent Charles Pasqua en 86 avec la première cohabitation. Il devient ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jacques Chirac qui apprécie ses services rendus, sa fidélité et son sens de l'organisation. Charles Pasqua, figure centrale de la campagne présidentielle de 88, qui se soldera par l'échec. Vient ensuite le temps des divergences. 90 et la tentative de putsch du tandem Pasqua-Séguin dirigé contre les dirigeants du RPR, Jacques Chirac et Édouard Balladur. 92 et la campagne du référendum de Maastricht. 93 enfin, où malgré les efforts de Charles Pasqua, Jacques Chirac refusera de retourner à Matignon pour laisser la place à Édouard Balladur. Pasqua-Balladur, tout les sépare depuis toujours. Mais Charles Pasqua retrouve le ministère de l'Intérieur et une nouvelle popularité. J'ai, paraît-il, moi aussi un petit matelas, comme dirait M. Barr, de Français qui m'accordent quelque confiance. Le moment venu, s'il le faut, j'utiliserai ce crédit, afin que les Français se rassemblent derrière celui qui incarnera à ce moment-là les principes auxquels nous sommes attachés. Après avoir longtemps fait mine d'hésiter, Charles Pasqua vient donc officiellement de trancher en faveur d'Édouard Balladur. La rupture avec Jacques Chirac est aujourd'hui consommée. L'ancien président du RPR doit désormais se sentir bien seul. Charles Pasqua est donc le 16e ministre, et non des moindres, à rallier le Premier ministre. Il y a quelque temps, le ministre de l'Intérieur, très conscient de sa popularité, avait affirmé en souriant disposer d'un petit matelas de voix. Avec ce matelas, Arlette Chabot, il a donc décidé de faire le lit de Balladur. Oui, alors cette prise de position est effectivement l'aboutissement du glissement progressif de Charles Pasqua vers Édouard Balladur. Les deux frères ennemis de la première cohabitation. Alors, Balladur n'appréciait guère la politique des coups de Charles Pasqua, qui n'aimait pas, lui, les allures de grand bourgeois d'Édouard Balladur. Ces deux hommes, donc, si dissemblables par leur caractère, leur parcours personnel, ont décidé de faire alliance. Tous les deux avaient au fond des doutes depuis l'échec de 88 sur les chances réelles de Jacques Chirac d'être élu un jour à la présidence de la République. Doutes aggravés du côté de Charles Pasqua par le refus du maire de Paris d'aller à Matignon en avril 93. Alors ils en ont tiré les conclusions chacun à leur manière. Et leur relation avec des hauts et des bas s'est installée depuis. L'image la plus symbolique étant Balladur et Pasqua côte à côte au lendemain de l'affaire du détournement de l'Airbus. Aujourd'hui donc, Charles Pasqua apporte à Édouard Balladur sa popularité au sein du RPR, chez les sympathisants gaullistes, et son image d'homme de la sécurité
plus largement dans l'électorat de droite. En retour, M. Pasqua peut songer à Matignon et aussi, on le devine, au travers de la lettre adressée à Jacques Chirac, à la récupération d'un RPR déchiré au lendemain de l'élection présidentielle. Cette position de Charles Pasqua est donc le point d'orgue de la pré-campagne d'Édouard Balladur, marquée par les ralliements successifs au Premier ministre et préparant l'annonce de sa candidature, sans doute au début de la semaine prochaine. Enfin, si ce choix du ministre de l'Intérieur est peut-être moins déterminant aujourd'hui compte tenu du niveau des sondages en faveur d'Édouard Balladur, il reste un très mauvais coup pour Jacques Chirac, qui lui, en campagne depuis le 4 novembre, reste en difficulté certaine. Merci Arlette Chabot. Précisément pour en parler avec nous, Jean-Louis Debré, premier secrétaire général adjoint du RPR. Alors pour vous, c'est même un coup dur parce que Charles Pasqua est très populaire chez les militants et chez les électeurs du RPR. Vous savez, on s'y attendait. Ça fait plusieurs mois que Charles Pasqua avait pris ses distances avec notre mouvement. Alors la décision qu'il a prise aujourd'hui officialise son divorce. Bien, et bien maintenant, il faut regarder l'avenir. L'élection présidentielle, ce n'est pas le jeu des partis, ce n'est pas les combinaisons, les ralliements. C'est un contrat qu'on passe avec le peuple et nous allons continuer. Et je suis persuadé que l'ensemble des militants vont nous soutenir parce qu'ils n'aiment pas ces jeux. Est-ce que vous parleriez de trahison, comme l'a dit Bernard Pons à propos d'Édouard Balladur ? Moi, je ne parle pas de trahison parce que je ne veux pas rentrer dans une campagne d'invective ou d'attaque personnelle. Charles Pasqua, je le connais depuis très longtemps. Il a fait partie des compagnons, de nos compagnons. Il est avec Philippe Séguin, avec Alain Juppé, avec Jacques Chirac, ceux qui ont façonné notre mouvement. Et je ne veux pas croire une seconde que son départ est définitif. Il fait partie de la famille, il s'est trompé. Le Premier ministre lui a demandé... Il n'a pas quitté le RPR, vous en parlez comme s'il avait quitté le mouvement. Le Premier ministre lui a demandé de le soutenir, il est ministre de Balladur, il ne pouvait pas faire autrement. J'ai connu dans le passé un Pasqua plus rebelle, avec plus de personnalité. Vraiment, c'est dommage, mais regardons l'avenir. Alors Jean-Louis Debré, il y a un certain nombre de RPR balladuriens qui maintenant disent qu'il faudrait que Jacques Chirac se retire. C'est notamment la thèse défendue par Jacques Baumel que je vous propose d'entendre et vous répondrez juste après. Jacques Baumel. Je pense que Charles Pasqua a comme préoccupation, premièrement, de rallier le plus grand nombre possible d'électeurs de la majorité et du RPR derrière le candidat qui, en tout état de cause, est le mieux placé pour gagner l'élection présidentielle, c'est-à-dire le Premier ministre. Deuxièmement, de sauvegarder l'avenir du RPR, qui ne doit pas être entraîné dans la défaite de Jacques Chirac, si Jacques Chirac est malheureusement exposé à un échec. Moi, je pense que Jacques Chirac devrait réfléchir, parce qu'effectivement, s'obstiner, c'est aller au-devant d'un échec cuisant pour lui. Alors, Jean-Louis Debré, est-ce que ce matin, sur France Inter, Jacques Chirac a dit qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout ? Oui. Le pauvre Jacques Baumel n'a rien compris. Et nous ne sommes plus au jeu de la 4e République. L'élection présidentielle, c'est une élection pour un projet, où on défend des idées. Et il faut que les Françaises et les Françaises se prononcent sur différentes propositions. Il y a Jacques Chirac, qui se situe dans la tradition gaulliste et gaullienne et qui refuse le déclin et qui propose de regarder l'avenir. Et puis il y a les propositions qui seront faites par Balladur, qui sont dans la continuité de ce qui est fait. Est-ce qu'on veut la nouveauté? Est-ce qu'on veut la continuité? C'est ça le débat. Et ce ne sont pas des jeux ou des combines ou des combinaisons qui ne nous intéressent pas et qui n'intéressent pas les Français. Et en tout cas, qui ne m'intéressent pas. Et donc, je crois que ces problèmes, les problèmes de ces ralliements, sont des épiphénomènes. La France est en crise. La France traverse des difficultés. Les candidats ont-ils des propositions à faire? Oui ou non? Jacques Chirac fait des propositions et il faut que les Français se prononcent sur ces propositions. Merci Jean-Louis Debré, nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous sommes à peu près à 100 jours du premier tour. Loin de l'agitation du microcosme parisien, Édouard Balladur était aujourd'hui en Aveyron, l'occasion de faire campagne sans la faire tout en la faisant. Plus candidat virtuel que jamais, le Premier ministre a souhaité que cette campagne présidentielle soit optimiste et digne. Reportage Véronique Saint-Olive, Jacques Derlet. Déjà, ce n'est plus seulement le Premier ministre que l'on accueille. Les rues sont pavoisées, la fanfare est là, les enfants sont dispensés d'école. À quelques jours de l'annonce officielle de sa candidature à l'Élysée, Édouard Balladur s'exerce déjà sur le terrain, aux gestes, sourires et poignées de main.
C'est une journée bol d'air, une journée d'images, carte postale, où même les moutons sont heureux de leur sort. Édouard Balladur ne fait pas de manière et se prête de bonne grâce aux objectifs. C'est aussi une journée de discours attendus et d'engagements confirmés. Le ministre de la Mer et de l'Agriculture, Jean Puech, en déclarant officiellement son soutien au Premier ministre, lui donne ainsi l'occasion de formuler 3 vœux. Je souhaite tout d'abord que cette campagne électorale soit digne de la France et des Français, que l'on s'épargne les débats secondaires, que l'on s'interdise l'usage de certains arguments. Je souhaite que la campagne électorale se déroule dans ce climat optimiste dans lequel on se pose la question: que puis-je faire de plus et de mieux? Car c'est elle aussi la seule question qui intéresse nos concitoyens. Et puis enfin, il y a eu la nouvelle du ralliement de Charles Pasqua. Ce n'est pas une surprise pour le Premier ministre, qui connaissait apparemment déjà depuis quelque temps la teneur de la lettre que Charles Pasqua a envoyée à Jacques Chirac pour s'expliquer. Édouard Balladur n'a pas voulu, lui, commenter, mais son entourage a souligné combien cet engagement du ministre de l'Intérieur était important pour lui. Au micro de France Inter, ce matin, Jacques Chirac a en tout cas manifesté sa détermination d'aller jusqu'au bout. L'occasion pour le candidat déclarait de sortir ses griffes en dénonçant un suspense un peu cousu de fil blanc. Interrogé sur la politique de lutte contre le chômage menée par le Premier ministre, Jacques Chirac a affirmé, je le cite, que rien ne s'amorce dans ce domaine et que si l'on reste sur cette voie, nous n'en sortirons pas. Hier, devant le Forum de l'Expansion, Édouard Balladur a rappelé les grandes lignes de son programme économique et social. Le Premier ministre a notamment pressé le patronat et les syndicats de ne pas attendre l'élection présidentielle pour négocier sur l'emploi. Pascal Golomer. Est-ce encore le Premier ministre qui s'exprimait hier au Forum de l'Expansion devant les chefs d'entreprise? Le journal Les Échos, lui, y a plutôt vu un programme de futurs candidats à la présidentielle. Un grand objectif, 200 000 chômeurs en moins chaque année et quelques grandes recettes, développement du temps partiel, des emplois de service et allègement des charges sur les bas salaires. Un programme minimum, juge Libération. Car selon le journal, les quelques mesures prévues seront insuffisantes pour inverser véritablement la courbe du chômage. Un non-programme, écrit même Le Monde cet après-midi, avec des zones d'ombre, des non-dits et des équivoques. En tout cas, si Édouard Balladur ne se lancera pas dans de grandes négociations avant la présidentielle, il presse en revanche les partenaires sociaux de se mettre ensemble autour d'une table pour parler du chômage. La première question que je me pose, c'est est-ce que c'est le rôle des syndicats et du patronat de satisfaire au programme qu'annonce M. Balladur? Je réponds tout de suite non. Et je dis bien le programme de M. Balladur ou d'un autre, hein, c'est pas du tout ça le problème. Je ne pense pas avoir de leçons à recevoir dans ce domaine. Il y a exactement un mois aujourd'hui que j'ai été élu président du CNPF, j'en suis à ma 4e négociation syndicale. Jean Gandois recevait donc aujourd'hui la CGC, il recevra la CGT la semaine prochaine, avant peut-être d'aller plus loin dans la discussion avec tous les syndicats, mais sans Édouard Balladur pour l'instant. Le candidat Philippe de Villiers a vivement critiqué la politique fiscale d'Édouard Balladur. C'est un peu, a-t-il dit, comme un pompiste qui vous siphonnerait le réservoir le samedi et qui, le dimanche, afficherait essence gratis. Bernard Kouchner a été hospitalisé à la Salpêtrière à Paris dans le service de neurologie où il devrait rester plusieurs jours en observation. L'ancien ministre a subi un traumatisme lors d'une récente visite au Rwanda, un traumatisme qui a provoqué une lésion à la carotide. Monseigneur Gaillot a été démissionné, entre guillemets, par le Vatican de sa charge épiscopale. Jacques Gaillot, 59 ans, était évêque d'Évreux depuis 1982. Prélat turbulent et controversé, il avait multiplié les coups d'éclat médiatiques. Apparemment, Rome jugeait l'évêque plus cathodique que catholique. Patrick Reslob. Un peu cabot, aimant bien se faire remarquer, une façon d'être en marge de l'Église, selon Rome. J'ai fait un peu de taxe sur les murs. Je suis évêque tagueur. Monseigneur Caillot utilise les médias à sa manière et non pas dans les strictes limites de son ministère. En participant à l'émission Froufrou en mars 1994, l'évêque a tout fait selon les autorités, sauf apporter la parole de l'Église. Il se fait taper sur les doigts. C'est moi de vous dire, cher Jacques Gaillot, que vous avez de beaux yeux. Merci. Un mois après, il utilise encore les médias, transite sur Arte. Là, il dialogue avec Eugène Drevermann, un prêtre allemand contestataire. Une fois de plus, il déclenche les foudres du ciel.
Il dérange la hiérarchie de l'Église par ses prises de position un peu trop spectaculaires pour un homme de son rang. Il soutient dans la rue aux côtés de l'abbé Pierre l'association Droit au logement. Il dérange à nouveau quand il apporte son réconfort aux expulsés de Folembray. Sa façon de voir son engagement est très différente de celle que le Saint-Siège attend de lui. Au cours des 10 dernières années, selon Rome, il n'a jamais tenu compte des conseils et des observations concernant sa façon d'exercer le ministère épiscopal. Monseigneur Gaillot n'est décidément pas un évêque comme les autres. La révocation d'un évêque de sa charge est une mesure disciplinaire qui est prévue par le droit canon. Dans un communiqué publié par le Vatican, on l'a dit, les autorités du Saint-Siège expliquent que Monseigneur Gaillot, depuis 10 ans, n'a jamais tenu compte des observations qui lui avaient été faites. Je vous propose d'entendre tout de suite la réaction du porte-parole de l'épiscopat français, le Père Di Falco. Je pense que c'est important que les évêques soient présents dans les médias. Ça fait partie aussi de leur mission que d'être sur cette place publique. Donc je crois que dire que le reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir été présent dans les médias, c'est vraiment, à mon avis, c'est faux. Parce que je ne vois pas au nom de quoi on le lui reprocherait. En revanche, les reproches qui lui sont faits, c'est de quelle façon présent dans les médias, pour quelles paroles. Je crois que c'est grave pour l'ensemble de l'Église, pas seulement pour ceux qui avaient mis leur confiance en Jacques Gaillot, mais c'est grave pour l'ensemble de l'Église, parce que dès l'instant où dans une communauté dont la vocation est de témoigner dans l'unité de la parole de Dieu, s'il y a déchirure, c'est grave pour tout le monde. Les réactions sont très nombreuses et pratiquement toutes négatives à cette décision du Vatican, de SOS Racisme à la jeunesse étudiante chrétienne, en passant par l'abbé Pierre qui a fait part de sa tristesse, ou encore le maire communiste d'Évreux qui se dit révolté. Comment ont réagi les paroissiens de Monseigneur Gaillot? Réponse avec ce reportage de Marc Maisonneuve et François Granier. Monseigneur Gaillot, sorte de super curé médiatique. Le Vatican n'a jamais goûté les propos du prélat depuis 12 ans. S'agitant depuis longtemps dans son dos, aujourd'hui les reproches de l'Église catholique sont publics et nombreux. J'ai donc un dossier qui est tout de même chargé. La dernière fois qu'en France un évêque a subi une telle sanction, c'était en 1945 pour fait de collaboration. Dans les rues d'Évreux, la déception est unanime, on ne comprend pas. Je suis déçu par le pape. Je suis déçu par le pape. C'est le conservatisme à outrance. Ce n'est pas l'ouverture. Vous ne pouvez pas plaire aux bons bourgeois d'Évreux, c'est pas possible. Faut pas rêver. Vous pensez que c'est bien qu'on l'ait limogé? Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'il essayait de faire beaucoup de bien autour de lui. Le pape n'apprécie pas trop ce qu'il dit parce qu'il dit peut-être la vérité. Pour les habitants d'Évreux, l'hommage est d'abord adressé aux combattants contre le racisme, contre l'exclusion sous toutes ses formes. Le maire communiste se fait même l'écho des paroissiens. Je suppose que je ne changerai pas l'avis du pape concernant l'avenir de Monseigneur Gaillot, hein, pas du tout. Hein. Mais je pense que je suis quand même un peu atterré de cette décision, parce que elle est d'un siècle passé, ça, cette décision. Monseigneur Gaillot l'a dit ce soir, la décision de Rome ne le changera pas. C'est le monde que les catholiques doivent changer, pas lui. Parmi les réactions les plus vives à ce limogeage, entre guillemets, celle des animateurs de la revue Goliath qui appellent à la résistance et qui affirment que cette destitution résulte d'une cabale des courants conservateurs et fondamentalistes. Françoise Vallée. Moi, je suis indigné et écœuré à un niveau que vous pouvez imaginer, mais en même temps, je ne suis absolument pas surpris au nom même de l'enquête que nous avons menée suite à la lettre de semonce de Monseigneur Duval à Jacques Gaillot. La revue Goliath avait vu juste. Monseigneur Gaillot était depuis quelque temps déjà en difficulté avec sa hiérarchie. En avril dernier, la revue publiait une lettre de Monseigneur Duval, le patron des évêques. Il s'adresse à Monseigneur Gaillot. Ta position devient insupportable, tu ne peux plus avancer vers la voie que tu as prise, cesse d'afficher tant de distance entre toi et les autres évêques. Je crois que la faute de Jacques Gaillot est celle, j'allais dire, de parler librement des problèmes qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, et je dirais des problèmes, la manière dont l'Église se situe par rapport à la modernité, notamment par rapport à la morale. Plus grave, la revue catholique révèle l'existence d'une enquête secrète demandée par le Vatican sur l'évêque d'Évreux. Une enquête menée par le père Bergenot, le plus proche collaborateur de Monseigneur Gaillot. Si le Vatican et l'Annonciature ont eu la peau de Monseigneur Gaillot, ils ont été bien aidés, je dirais, par l'aile dure de l'épiscopat français. Et je crois que si on a eu la peau de Jacques Gaillot, c'est aussi à la pression de ces groupes conservateurs catholiques aujourd'hui qui ont des entrées au Vatican et qui n'ont cessé de pétitionner depuis 5-6 ans pour obtenir la démission de Jacques Gaillot. Suite à l'avertissement de Monseigneur Duval, l'évêque d'Évreux avait reçu 40 000 lettres de soutien.
Alors comment réagit à cette sanction du Vatican le premier intéressé, Monseigneur Gaillot? Philippe Gazasso l'a interrogé tout à l'heure. Je pense surtout que cette manière autoritaire d'agir va desservir l'Église et son fonctionnement. Je suis très attaché à la liberté de parole, le libre débat, et je pense que ce manque de liberté ne donne pas une image que j'aimerais pour l'Église. Mais dans l'Église, il y a une hiérarchie, il y a un dogme. Est-ce que vous ne pensez pas être allé parfois trop loin? Écoutez, même si quelqu'un va trop loin, il doit toujours rester la voie du dialogue, de la réconciliation. On se cause. Et je pense que sanctionner ne sera pas bien perçu par beaucoup de gens, et en particulier de gens qui ont un lien très ténu avec l'Église et qui ont pris des distances vis-à-vis de l'Église. Je pense à eux, plus qu'à moi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas davantage, peut-être, écouté, j'allais dire, les sons qui venaient de Rome et qui vous désignaient depuis bien longtemps? Je me suis souvent demandé si j'écoutais assez tous ces appels et ces cris du monde d'aujourd'hui. Vous savez, un évêque est fait d'abord pour son peuple, pour les gens qu'il rencontre, pour tous les exclus d'aujourd'hui. Ce sont les défis de l'humanité qui me pressent plus que les défis venant de l'Église. Eh bien, je donnerai une messe dimanche 22 où il y aura un rassemblement des chrétiens à la cathédrale, et c'est là que je ferai mes adieux au diocèse d'Évreux. Et votre sermon portera sur quoi? Il portera certainement sur tous ceux qui m'ont aidé à grandir, tous ceux qui m'ont apporté tant de richesses, tous ces gens qui m'ont donné tant de bonheur, et je leur demanderai de continuer la route et de faire Église, et de servir, je dirais, la course de l'Évangile aujourd'hui. Vous allez continuer à entendre, à accompagner les marginaux, ceux qui ne sont pas complètement inscrits dans notre société? Bien sûr, et peut-être qu'étant exclu moi-même, je comprendrai mieux ma présence et mon action près des exclus. Voilà, Monseigneur Gaillot répond aux 40 000 lettres de soutien qu'il a reçues. Ça s'appelle Les Cris du Cœur chez Albin Michel. Le bandeau, vous le voyez, ni silence, ni démission. Je ne sais pas s'il y aura silence, mais il y a eu démission quelque peu forcée. Les affaires, Gérard Longuet, qui a dénoncé la violation du secret de l'instruction, a cependant révélé aujourd'hui qu'il était convoqué lundi prochain par le juge Mireille Filippini, qui lui notifiera tout à fait officiellement sa mise en examen dans l'enquête sur le financement de sa villa de Saint-Tropez. Bernard Tapie, lui, devra attendre le 27 janvier pour savoir s'il sera ou non inéligible pour une durée de 5 ans. C'est ce jour-là, en effet, que la Cour d'appel de Paris dira si elle suspend ou non l'exécution provisoire des jugements plaçant Bernard Tapie et son épouse en liquidation judiciaire personnelle. À noter cependant que l'avocat général a estimé que les arguments invoqués par les époux Tapie n'étaient pas sérieux. À Rome, Berlusconi, c'est fini. Le président italien Oscar Luigi Scalfaro a en effet fait appel pour former le nouveau gouvernement à Lamberto Dini, ministre sortant du Trésor, l'archétype du technicien de l'économie, habitué à travailler dans l'ombre, au milieu des dossiers, bref, l'anti-Berlusconi dont il est pourtant proche politiquement. Toujours à Rome, les principales composantes de l'opposition au pouvoir militaire actuellement en place en Algérie, dont les intégristes du Front islamique du salut, ont rendu public aujourd'hui une plateforme commune visant à mettre un terme à la guerre civile qui a déjà coûté la vie à 30 000 personnes en Algérie. Je vous signale que les autorités algériennes viennent de faire savoir par la voix de la radio d'État que ces autorités rejetaient ces propositions faites par cette plateforme unie de l'opposition. En Tchétchénie, poursuite de l'offensive d'envergure des forces russes contre la capitale Grozny, à nouveau pilonnée aujourd'hui par l'artillerie, tandis que des hélicoptères de combat bombardaient cette ville. Commentaire de notre correspondant Dominique Lerda. Il n'a qu'un vieux fusil de chasse et cela ne suffira pas. Contre l'artillerie russe, les défenseurs de Grozny ne peuvent rien. Bienvenue en enfer, dit à l'entrée de la ville une affiche qui paraît bien en deçà de la réalité. Les Russes progressent vers le centre de la capitale. Ce soir, 2 semaines après une première tentative, ils seraient à nouveau tout près du palais présidentiel. Autour, les immeubles ne sont plus que ruines. Pilonnés un à un, plusieurs fois à la minute, pour en déloger les derniers combattants. Les Tchétchènes ne pourront tenir bien longtemps. Impossible déjà d'envoyer des renforts à ceux qui résistent encore. Les principales artères sont coupées par les bombardements.
Un peu plus au sud, une équipe de la télévision britannique se retrouve soudainement sous une pluie d'obus. Le preneur de son n'est que légèrement blessé. Ils l'ont échappé belle, mieux en tout cas que les Tchétchènes qui les accompagnaient. À Moscou, les députés réunis pour la seconde journée consécutive se sont finalement décidés à exiger du gouvernement qu'il mette fin à l'intervention militaire. Mais cette résolution ne changera strictement rien. La Douma n'a aucun poids face au Kremlin. Boris Yeltsin et ses conseillers sont seuls maîtres à bord. Ils ont tous les pouvoirs. Mais si les Tchétchènes perdent du terrain, ils résistent encore par petits groupes. Certains rédigent même des lettres qu'ils abandonneront derrière eux. Un avertissement aux soldats russes. La guerre en Tchétchénie, écrivent-ils, sera plus horrible encore que celle d'Afghanistan. Une guerre oubliée, celle de Bosnie. Les délégués de ce que l'on appelle le groupe de contact ont tenté aujourd'hui une nouvelle fois de convaincre les Serbes de Bosnie d'accepter le plan de paix international. On a beaucoup critiqué la mission de Jimmy Carter il y a quelque temps. Force est de constater que le cessez-le-feu négocié par l'ancien président américain tient toujours, ce qui constitue une sorte de miracle. Grâce au reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Philippe Turpot, vous allez découvrir le travail ingrat mais efficace des casques bleus sur les hauteurs de Sarajevo. Le mont Igman, secteur stratégique surplombant Sarajevo. La température y tombe, ces temps-ci, jusqu'à moins 25 degrés. La routine pour les chasseurs alpins. Ils sont là pour empêcher les infiltrations de combattants dans la zone démilitarisée. J'ai assumé pleinement ma mission et je pense avoir sauvé pas mal de vies humaines. Comment ? Simplement en interposition, en empêchant les gens de s'affronter. Dans ce secteur du mont Igman se déroulaient il y a quelques semaines encore des combats particulièrement acharnés. Occupé successivement par les musulmans de Bosnie puis par les Serbes, cet ancien site olympique est aujourd'hui sous le contrôle de la force de protection des Nations Unies. Quelques 500 casques bleus français patrouillent dans ces montagnes. Ils scrutent les positions des forces en présence. Ici, un poste serbe. Les soldats de la paix n'ont pas trop d'état d'âme. Ils croient être pour beaucoup dans le respect du cessez-le-feu. De toute façon, que ce soit les Serbes ou les Bosniaques, lorsqu'ils ont dans leur collimateur des casques bleus qui sont en patrouille, bon, ils évitent forcément de tirer. Par là, surtout les missions d'interposition, cela vise essentiellement à ça. On peut parfaitement admettre que nos patrouilles y sont pour beaucoup. Ici, à l'aéroport de Sarajevo, juste sous le mont Igman, les belligérants viennent de signer un accord pour la réouverture des routes humanitaires et le rétablissement des passages de population. C'est un pas de plus vers la consolidation de cette trêve qui dure maintenant depuis 3 semaines et sur laquelle les casques bleus veillent jour après jour. Retour en France avec le problème des sans-logis à Tours. Le tribunal de grande instance a donné raison aujourd'hui à la mairie en ordonnant l'expulsion d'une quinzaine de jeunes squatteurs qui occupent depuis maintenant une semaine une maison de retraite désaffectée. Reportage Vincent de Guyenne, Jacques Gérard. Cette maison de retraite, inoccupée depuis septembre, est un squat. Une quinzaine de jeunes, SDF et membres du comité tourangeau pour le droit au logement s'y sont installés au début du mois. Mais ils vont devoir partir. La municipalité de Tours, propriétaire des lieux, a saisi la justice. Car le maire est en colère et crie à la manipulation politique, notamment des anarchistes et des communistes. Il n'y a pas à recourir à la force ou à la violence de l'effraction et aux attaques venimeuses d'un environnement politique qui ferait mieux de regarder sa doctrine vis-à-vis de ce qui s'est passé à l'est de l'Europe et dans le monde entier que de s'occuper simplement de forcer la main des municipalités. L'immeuble devait accueillir les Restos du Cœur cet hiver, puis à terme être détruit. Les squatteurs ont trouvé l'endroit salubre, même confortable, avec chauffage, eau, électricité. Mais le tribunal vient de décider de leur expulsion à la minute et la mairie a déjà coupé le chauffage. Dans d'autres villes, des délais ont été accordés. Le problème est relativement simple. Vous avez aujourd'hui 2 droits, le droit au logement et le droit de propriété. Le droit de propriété, moi je veux bien, mais il faut qu'il serve à quelque chose. On n'a pas le droit de se servir d'un droit de propriété alors qu'il ne sert à rien et qu'il y a des gens qui vont dormir dehors ce soir. Déçus, en colère, parce qu'on nous met dehors sans savoir où on va aller. Déçus mais pas découragés. Les squatteurs, qui ont le soutien de beaucoup de jeunes, comme les étudiants des Beaux-Arts, resteront jusqu'à ce que la police vienne les déloger. Alors, ils l'ont juré, ils iront investir un autre immeuble vide.
Nouveau progrès médical obtenu grâce à l'argent du Téléthon. Des médecins de l'hôpital Necker à Paris viennent en effet de découvrir le gène de l'amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique héréditaire et relativement fréquente. La découverte d'un gène, c'est toujours l'espoir par la suite de la mise au point d'un traitement. Reportage Florence Bouquilla à Lincin. Laetitia n'a jamais marché. Son fauteuil électrique et son corset sont ses premiers soutiens, indispensables. Car Laetitia souffre d'une maladie qui n'a pas que le nom de barbare, l'amyotrophie spinale. Une atteinte neuromusculaire qui entraîne des paralysies des 4 membres et des muscles respiratoires. Les chercheurs du centre de génétique de l'hôpital Necker, qui viennent d'identifier le gène de l'amyotrophie spinale, donnent aujourd'hui de l'espoir à tous les malades. Quand la maladie, comme dans mon cas, est avancée quand même si on ne peut pas marcher comme ça d'un seul coup, je pense que des améliorations, ça serait vraiment les bienvenues. Tu serais heureuse ? Ah oui, vraiment, ça, il n'y a pas de doute. Ça changerait ma vie. Les chercheurs ont dû travailler 5 ans pour identifier le gène et comprendre que son absence ou ses défauts créent la maladie. C'est une très grande satisfaction pour nous que d'avoir identifié ce gène que nous cherchons depuis tant d'années. Je crois que c'est une très grande joie parce que ça ouvre des perspectives d'espoir et de traitement peut-être pour l'avenir, une maladie pour laquelle on ne pouvait rien jusqu'à maintenant. Les téléspectateurs qui ont participé au Téléthon, les familles des malades et les diverses équipes médicales qui ont collaboré, tous peuvent aujourd'hui se sentir les acteurs de cette formidable lutte contre la maladie. Mauvaise année pour les superstitieux, il y aura 2 vendredis 13 en 95. Le premier c'est aujourd'hui, à tort ou à raison, ce jour est considéré comme néfaste par beaucoup de gens qui redoutent que le ciel ne leur tombe sur la tête. Exemple Arlette Chabot, qui pourtant n'a peur de rien, la preuve elle dirige notre rédaction, et qui cependant ne prendrait pour rien au monde l'avion un vendredi 13. Pour elle et pour beaucoup d'autres, des stages sont organisés par les compagnies aériennes pour vaincre la phobie de l'avion. Reportage Antoine Cormery et Bernie Merriot. Je n'ai pas dit complètement, je téléphone à la météo, toutes les météos possibles. Je me fais un film de catastrophe, justement. C'est des mains qui tremblent, c'est des sueurs et des suées invraisemblables. C'est des problèmes digestifs effrayants. Je cours de toilette en toilette dans l'aéroport. Je guette tous les instants où il va y avoir, où l'avion va bouger un peu plus. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pour conjurer ce stress de l'avion, bienvenue dans le cockpit. Rien de tel que de prendre le manche d'un DC-10 aux côtés d'un pilote chevronné. Décollage, disons, Roissy, et destination, allez hop, Hong Kong. Et vous voyez qu'on peut lâcher les commandes, il n'y a aucun stress, aucun problème. On maîtrise parfaitement l'attitude de l'avion. Mais ce voyage-là est virtuel. Nous sommes à l'intérieur d'un simulateur. Certains stress viennent du fait de la méconnaissance du fonctionnement d'un avion. Donc à partir du moment où ils nous voient travailler, où ils voient notre calme apparent, comme disait une dame tout à l'heure, ça enlève le stress forcément, parce qu'ils comprennent comment cela fonctionne. British Airways, American Airlines organisent également ce genre de stage. Pour celui d'Air France, il en coûte 1500 francs la journée pour tenter de vaincre ses angoisses aéronautiques. Et pour forcer le trait de la sécurité à tout craint, on ne recule devant aucun scénario catastrophe. À la rotation, le moteur 1 a explosé. CQFD, le pilote est resté zen et pose comme une fleur son DC-10 sur l'aéroport de Hong Kong. À défaut de stage coûteux, sachez tout de même que les spécialistes reconnaissent à l'alcool, pris à petite dose, de réelles vertus déstressantes. Pour les passagers, pas pour le pilote. Woody Allen est hypocondriaque, mais il n'est pas superstitieux. Il a choisi ce vendredi 13 pour sortir à Paris son tout dernier film, le 25e, Coup de feu sur Broadway. 1 an après le triomphal succès de Meurtre mystérieux à Manhattan, le public français, très friand des films du réalisateur new-yorkais, s'est rué dans les salles dès la première séance. Reportage Pascal Deschamps, Patrick Voix. Cet après-midi, les inconditionnels ont été les premiers. Un nouveau Woody Allen, on l'attend, en général 1 an, on s'en délecte à l'avance, puis on le savoure, enfin on l'analyse, et il y en a toujours un ou une pour dire... C'est pas le meilleur on n'en a jamais raté un, mais c'est pas le... Enfin, c'était très agréable. J'ai adoré. C'est ça formidable, j'adore.
Moi, j'étais ravie, j'ai ri et en même temps, c'est super, c'est Woody Allen. À l'affiche donc, humour, nostalgie, 9 mm et petite pépée. Broadway 1920, un jeune auteur prêt à tout accepte que sa première pièce soit financée par la mafia. Seule condition, que la petite amie du gangster, qui excelle habituellement dans les rôles sans texte, interprète le personnage principal. Problème. Don't tell me you still think the world revolves around you. You? I don't think her spinal cord touches her brain. Cette fois, je voulais vraiment faire une comédie. Et je pensais que cette intrigue pouvait être amusante, alors je l'ai écrite uniquement pour ça. In some way, you're trying to relive it, and in the process of reliving it, correct it. As if that were possible. Ha! Don't say ha. Oh, don't say hi, I added that. What do you mean you added that? I added it. We're allowed to add things. How could you just add something? You're You allowed can't to do add that. things. It's called ad-libbing. You can't do that. I can do that. What do you know? You don't know nothing. Shut up and read. Mais quand Woody Allen dit qu'il a simplement voulu faire une comédie méfiance, il en profite pour glisser 2-3 gentillesses sur le métier. C'est pour ça que Coup de feu sur Broadway est un grand film. Parce que c'est une comédie qu'on y rit souvent aux éclats, et en même temps, à la fin, il y a une réflexion. Finalement, qu'est-ce qu'un véritable artiste? Moi, je n'ai jamais pensé que j'étais un très très grand artiste et que je ferais n'importe quoi pour servir mon art, que je tuerais pour lui. Moi, je ne suis pas prêt à tout. No, don't speak. Don't speak. Don't speak. No, silence. Voilà, les éditions Plomb ont eu la très très bonne idée de publier le petit Woody Allen illustré, une sélection des meilleurs extraits de ses dialogues de films, de ses pièces de théâtre ou encore de ses interviews. Certains scénarios sont totalement inédits, 286 pages, très drôles et très intéressantes pour 168 francs seulement. Pour les radins ou ceux qui ne savent pas lire, je signale que Woody Allen sera ce soir l'invité vedette de Bernard Pivot tout à l'heure sur France 2 à 22h30 dans Bouillon de culture. Une toute dernière information pour être complet avant de vous souhaiter le bonsoir. Fini d'en baver pour avoir une belle peau. Selon un spécialiste chilien de cosmétologie, la bave d'escargot, c'est tout à fait différent, a des vertus antirides. Et en plus, après ça, ça vous cale l'estomac si vous avez une petite faim. Bon appétit à tous. Après Nestor Burma, Bouillon de culture, donc, et Taratata, le dernier journal Philippe le fait vers 1h moins le quart. Bonne fête aux Yvette. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet et le point route de Valérie Maurice. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h pour le même prix. Excellente soirée, merci.